Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné ou à moitié confiné. On a le droit de mettre le nez dehors, mais là, on n'a pas encore le droit d'aller dans les salles pour rigoler. Donc, on va puiser un peu dans notre panier à archives d'artistes et de créatifs du cinéma dont on voulait parler. Et évidemment, on s'est dit, il y a un moment, il faut qu'on parle de Carverne et de Lépine, qui sont un peu maintenant les tauliers d'une certaine forme d'humour, d'un certain forme de cinéma, qui a ses fans et qui a ses succès. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs révolutionnaires, et je pèse mes mots. La très révolutionnaire Perrine Kenson. Bah oui, station pré commandante Daniel, quoi. Exactement, merci. Je sais pas. Et bien évidemment, l'altermondialiste Hugo Alexandre. Salut Daniel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir de t'avoir, même si on n'est pas encore à l'étape où on se prend dans nos bras et qu'on se fait des bisous. Mais ça ne saurait tarder. Et juste pour l'anecdote, quand j'y réfléchis maintenant, on devrait être dans une salle à Cannes, normalement, toi et moi, là. Vous, toi et toi aussi, Perrine, on devrait être dans la même salle en ce moment à regarder un film d'humour roumain, une bonne comédie, bonne comédie sur la mafia italienne où tout le monde meurt, un truc avec des Chinois qui se trucident à la machette. C'est le moment où il y a un peu de l'humour de festival. Et il y a un truc qui est vrai avec Carverne et Delépine, c'est que maintenant, ça devient un humour de festival puisqu'ils ont eu une palme, pas une palme, mais ils ont eu un grand prix récemment pour Effacer l'historique, leur prochain film qui devait sortir là. C'est vrai. Alors, si j'ai bien compris, vous l'avez vu tous les deux. Oui. On l'a vu et en fait, c'est pas récent que ce soit des réalisateurs de festival parce que je viens de voir il y a pas longtemps Avida, qui est leur deuxième film, et j'ai appris qu'il avait été sélectionné à Cannes justement. Alors je crois que c'était hors compétition, mais d'ailleurs c'est peut-être leur film le moins accessible et qui fait très film de festival justement. Alors ils ont un peu édulcoré leur cinéma depuis. Et peut-être qu'ils reviennent à quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre les deux, et c'est comme ça qu'ils se retrouvaient qu'un lion d'argent. Non, un ours d'argent. Le lion, c'est Venise. Un ours d'argent, c'est pas mal quand même. Je confonds les animaux. Oui, je comprends. Je pense que quand ils ont fait Avida, je pense qu'ils auraient pas pu espérer un truc aussi gros, quoi. Non, surtout que c'est pas vraiment leur meilleur, donc. Non, puis surtout, je pense pas que ça a été leur ambition en réalité. À ces deux mecs-là, je suis pas sûre que... Alors, quelle est leur ambition, en vrai ? Tu soulèves un bon point, Perrine. Quelle est l'ambition de ces deux mecs du haut de leur société, ce qui s'appelle Nomony Productions? Est-ce que c'est vraiment toujours faire des films à l'arrache, avec des petits bouts de ficelle ? Ou quelle est leur ambition ? Parce que le précédent, il y avait clairement une grosse ambition, justement, à la fois politique, mais aussi d'humour. Je pense leur précédent, c'était I Feel Good, qui en plus avait quelques stars à l'affiche. Moi, je pense qu'ils sont un peu tiraillés entre deux aspects de leur cinéma. Il y a le côté clairement humoristique, burlesque. Enfin, burlesque dans un certain type de burlesque, on en reparlera peut-être. Mais et puis il y a le côté plus artistique, plus esthétique. Et clairement, Avida, c'était un film très esthétique, entre guillemets. Il y avait beaucoup d'ambition formelle. Et d'ailleurs, leurs deux premiers films, c'est du noir et blanc. Et je suis pas sûr que ce soit tout à fait juste parce qu'ils étaient fauchés. C'est aussi parce que je pense qu'ils aiment le noir et blanc. Ils aiment aussi un certain grain dans la pellicule. Quand tu regardes Mammouth, tu vois qu'ils cherchent une patine spécifique. Puis ils ont une forme de... Enfin, ils composent vraiment leur plan. Donc je pense qu'ils ont quand même un peu une ambition esthétique. Et je pense que ça leur fait bien plaisir d'être sélectionnés en festival et voire d'être récompensés, quoi. Alors après, il y a l'aspect... c'est quand même des gens qui écrivent des comédies. Et comme tu l'évoquais, Daniel, c'est vrai qu'on voit peu de comédies en festival, en tout cas dans les festivals les plus prestigieux. Donc voilà, ils composent à mi-chemin entre leur velléité comique et l'aspect esthétique. Ouais, enfin sur la comédie, pour moi c'est presque de la comédie par accident en fait chez Delépine et Carverne en fait. Il y a vraiment une volonté. Je pense ils sont pas comment dire.
ils sont pas sordides, les gars, c'est pas du tout ça l'idée. Mais je pense que l'humour, c'est une sorte d'humour du désespoir. C'est un humour qui te dit en gros, on va plutôt en rire qu'en pleurer parce qu'il n'y a pas le choix en fait. C'est un rire un peu jaune d'une certaine façon, un rire un petit peu qui vient de très très loin parce que c'est tellement porteur. Tous leurs films sont porteurs quand même de gros messages. Alors peut-être pas de messages sociaux, c'est pas tant ça, mais il y a quand même un fond social très très fort. Il y a un désespoir assez fort et ils en tirent un absurde absolument extraordinaire. Et c'est-à-dire qu'ils vont montrer à quel point une société est absurde, montrer à quel point des situations sont absurdes, montrer à quel point une certaine partie de la population, parce qu'il faut voir quel type de population ils filment aussi. C'est toujours plutôt les classes populaires en particulier, et de montrer l'absurde de la situation de cette classe-là. Et donc c'est un rire assez salvateur, mais pas un rire ni moqueur, ni où on se donne des coups de coude, quoi, genre ah bah oui, je comprends bien. Non, c'est un rire vraiment un peu dur au bout du compte, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de burlesque, je sais pas si c'est burlesque le mot que j'emploierais vraiment chez eux. Pour moi, c'est vraiment absurde, c'est punk aussi. C'est vraiment des punks, ces gars-là. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, il y a une sorte d'absurde terrien. Et quand je dis terrien, c'est parce que et ce n'est pas une critique, je viens de la même ville que Benoît Delépine, Saint-Quentin dans l'Aisne représente. Mais c'est ce même humour, c'est un humour c'est un humour de paysans en fait, d'une certaine façon. C'est un humour de gens du fin fond de la Picardie, du fin fond de la province, et qui sont en train de prendre la parole, de prendre la voix et de faire parler ceux qu'on n'entend pas, et de montrer et l'absurdité et l'humour de situations assez dramatiques. Et je pense que moi je regarde ça et ça me fait un bien fou. C'est vraiment cathartique de regarder Carverne et Delépine. C'est ce rire-là que j'aime bien chez eux. Il y a un truc chez eux, c'est que d'abord Carverne, Delépine, et aussi on peut l'ajouter au lot, Jules-Édouard Moustique, tous ces mecs-là viennent quand même de la grande école Canal+ et Groland. Mais ils viennent pas exactement alors évidemment ils revendiquent cet humour Canal+, mais c'était la frange, on va qualifier d'extrême gauche de Canal+, c'est-à-dire quand les Guignols, ils étaient peut-être une parole un petit peu plus décalée par rapport au pouvoir, eux étaient carrément franchement engagés. Leur but de leur sketch, parfois d'une violence assez incroyable, c'était aussi de montrer la violence de notre société. Et je vais vous dire un truc, moi j'adore Groland. Vraiment, j'ai été client pendant des années et on y voyait quand même une espèce d'héritage à la fois de l'Écho des Savanes, mais aussi de Charlie Hebdo. C'est pas un hasard que ces mecs-là ensuite se sont retrouvés au cinéma pour faire c'est parfois à la limite des pamphlets politiques. Ouais, en fait, je pense que c'est des gens qui ont grandi dans la France rurale, en fait, et c'est le monde qu'ils connaissent et c'est le monde qu'ils dépeignent, par extension, dans Groland et ensuite dans leurs films. Alors après, tu dis que c'est pas le même humour que les Guignols, c'est quand même le même humour, mais appliqué à des domaines différents, je dirais. Et avec peut-être un côté plus trash pour Groland, parce qu'ils ont une inclination vers ça aussi. Mais même si le sujet d'étude est différent... Ils n'hésitent pas à des trucs. C'est ça. Et donc, mais dans leurs films, il y a moins ça. Je dirais que leurs films sont quand même moins trash et même de moins en moins trash. Altra, c'est peut-être leur plus trash, je dirais. Oui, c'est de moins en moins trash, mais c'est pas pour. Mais je trouve qu'ils sont de moins en moins trash et visuellement et dans leurs gags. En effet, il y a moins de caca ou de pénis ou de je sais pas de personnes âgées qui se font dessus, quoi. Enfin, il y a moins tout ça, mais je les trouve plus durs. Je trouve qu'ils sont presque encore plus radicalisés d'une certaine façon que leur sketch de Groland. En fait, déjà Groland, c'était assez ça y allait pas par le bout de la cuillère, quoi. Ils faisaient pas semblant, mais c'était un bon moyen de tester toutes leurs ambitions politiques qu'ils ont, quand même leurs revendications. Et encore une fois, cette observation d'une partie de la population qui est complètement laissée pour compte et qui donc encore une fois va tirer vers l'absurde, mais
mais je trouve que leurs films, parce que peut-être aussi ils ont plus d'étendue, ils ont une possibilité de pas se limiter à un sketch, mais d'étendre ça sur 1h20, 1h30, 1h40, quoi. Je les trouve encore plus francs, plus durs, et aussi plus poétiques, énormément plus poétiques. Mais au bout du compte, il y a un vrai goût amer derrière, assez difficile en fait, que moi j'aime beaucoup. Mais justement, j'aime bien que c'est des gens que je pense très entiers par rapport à ce qu'ils disent dans leurs films et ce qu'ils doivent, à mon avis, défendre dans la vraie vie. Et c'est un vrai cinéma de tract politique que je trouve très très fort. Alors, il y a une dizaine de films maintenant, en comptant le dernier, donc que je n'ai pas vu, et bande de salauds. C'est une dizaine de films qui sont très représentatifs quand même de leur style. Si vous aviez à en choisir un ou deux chacun, ce qui vous semble le plus pertinent en fait pour faire découvrir un peu leur cinéma, ça serait lequel, Hugo, puisque tu as eu le temps de réfléchir en confinement à cette grave question. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a vraiment. Enfin, en fait, en même temps, il y a une ligne directrice et en même temps, tous les films sont assez différents. Je dirais Mammouth peut-être. Parce que c'est vraiment l'essence de leur cinéma. En général, c'est des road movies où à chaque étape, le personnage principal rencontre une nouvelle personne haute en couleur, disons. Et donc là, le personnage principal, c'est Depardieu. Donc déjà, tu pars avec un super avantage. Je trouve que c'est à la fois très drôle et à la fois très poétique. Il faut expliquer ce qui se passe. C'est Depardieu qui part en road movie à bord d'une moto à la recherche de tous les employeurs qui n'ont pas déclaré tous ces trimestres alors qu'ils voudraient prendre sa retraite. Et vous savez quoi ? Vous rigolez, mais pendant le confinement, moi j'ai eu les coups de fil et tout ça, les bidules. Ça, c'est ce qui m'attend plus tard. Ça, c'est ma vie. C'est la vie de Depardieu dans ce film, c'est moi plus tard. c'est tous les pigistes, c'est tous les indépendants. C'est tous les laissés pour compte, c'est tous les confinés du contrat à durée très déterminée. Ouais, il y a ce côté un petit peu kafkaïen qui est dans tous leurs films. Le côté administratif, le côté une personne seule face à l'administration, quoi. C'était aussi ça dans Altra, notamment leur premier film. Et en fait, tu parlais du message tout à l'heure qu'ils ont sous-jacent derrière leur film, et je trouve que parfois leur message est un peu trop flagrant. Enfin, on sent qu'ils veulent faire rentrer leur message dans leur film, et je trouve que dans Mammouth, c'est plus diffus, c'est mieux foutu. Notamment parce qu'on suit un personnage qui se balade sur sa moto. Bon, il a un objectif et évidemment, c'est quand même lié à un contexte social. Mais je trouve c'est plus ample que ça, quoi. C'est plus ample que juste la dénonciation d'un système. Et toi, Perrine, quel serait après toi, la bonne porte d'introduction ? Pas forcément le meilleur film, mais la bonne porte d'introduction. Je suis assez d'accord avec Hugo, c'est assez difficile de choisir. Moi, j'avoue, j'aime vraiment tout Caravane de l'épine. Mais je vais dire que pour moi, le film qui est une sorte de manifeste presque de leur travail, c'est Louise Michel, que j'aime vraiment beaucoup. Louise Michel, où c'est les personnages principaux, c'est Yolande Moreau et Bouli Lanners. En fait, c'est Yolande Moreau qui est alors je sais plus dans quel domaine elle travaille, dans une usine en tout cas, et en gros elle se retrouve, enfin tout le monde se retrouve au chômage dans une usine de textile, je crois. Toutes les ouvrières se retrouvent au chômage et sans indemnité, sans rien, tout le monde, enfin tout le patronat s'est barré, quoi. Et donc elles vont décider de mettre l'argent qu'elles ont en commun pour prendre un tueur à gages, un tueur professionnel, donc Bouli Lanners. Donc voilà, on imagine bien le tueur professionnel Bouli Lanners. Très esprit Groland pour le Bouli Lanners, il est très. Ah ouais, mais il est génial. Et puis il a cette douceur, Bouli Lanners, qui est absolument incroyable. Et donc pour qu'ils aillent tuer le patron, quoi. Enfin le patron du patron, enfin le patron. Et sauf qu'en fait on va découvrir qu'il n'y a pas un patron, c'est le patron du patron du patron du patron. C'était encore l'idée dont parlait Hugo de kafkaïen, encore une fois, l'idée que tout ça s'entrechoque, s'entremêle, qu'il n'y a pas de fin à ce pouvoir écrasant.
Il y a des sous-patrons, des sous-chefs. Ah bah, c'est que ça. Il y a un sous-chef, je crois que c'est Francis Kuntz. Je me souviens plus. Oui, c'est le sous-directeur. Ouais. Le sous-directeur Francis Kuntz. Mais et en fait, moi, je trouve que le film a ce côté punk, complètement revanchard, garde des classes, ultra militant, démentiel, mais avec une inventivité, une drôlerie, une douceur aussi, parfois qui va émaner. Et en effet, cette idée du road trip, de la rencontre qui va nourrir tout le temps les personnages, l'idée que l'autre est plus fou que toi, mais c'est pas grave en fait, et finalement on est un monde de fous parce que le monde est fou tout simplement. Et notamment surtout Benoît Poelvoorde dans cette histoire qui est persuadé d'être surveillé par la NASA ou la NSA ou je sais pas quoi, et qui marche qu'avec des parapluies de la couleur du sol pour pas se faire repérer par les satellites. Moi je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu. Donc pour moi Louise Michel, c'est à la fois le côté absurde, ça va très très loin puisque Louise Michel c'est cette idée de la révolutionnaire qui s'était déguisée en homme pour être pour pouvoir faire la révolution. Et on va jouer sur cette idée des genres, de l'identité, l'identité de la personne. Et tout ça pousse dans un absurde total qui est pour moi l'essence même. On a tout ce qu'est Caverne de l'épine dans Louise Michel. Et pour ma part, si vous me permettez, j'en ajoute un dans ma série, et je pense que c'est le plus accessible. Et c'est pas simplement parce qu'il y a Jean Dujardin qui est quand même la star accessible française. T'as l'impression qu'il pourrait jouer à la fois le connard de service, mais aussi le patron dégueulasse. Et là, il joue un espèce de bon à rien. Start-upper de la Startup Nation, quoi. Un start-upper, mais il est start-upper de lui-même, quoi. C'est-à-dire, il a rien d'autre à proposer que son bagou. Et ça le rend encore plus génial. Et évidemment, il va avoir affaire à Yolande Moreau. Dans ce film-là, en tout cas, il est tourné en grande partie dans le village Emmaüs qui se trouve, je sais pas dans le sud. C'est vers Toulouse, non ? Dans le sud, mais possible. Et c'était Pau, peut-être. Et du coup, l'endroit devient un espèce d'endroit ultra esthétique, mais en même temps, ils ont réussi à rendre le film très très beau. Je pense que c'est leur plus beau film plastiquement parlant, mais en même temps, sans tomber dans cette espèce d'idée qui est très facile de les gens simples sont heureux, cette espèce d'ode à l'imbécilité heureuse. Et ils sont vraiment pas du tout dans ce trip-là, puisque ça les emmène pour une fois, c'est un film qui va jusque dans les pays de l'Est, sans être moqueur avec les pays de l'Est, parce que putain, j'en ai vu, j'en ai les Budapest et tout ça, c'est bon, j'ai donné, et je viens de l'Est, donc voilà, stop. Donc ils arrivent à passer à côté des monuments bulgares sans être condescendants, c'est assez rigolo. Et non, vraiment, j'adore ce film, j'adore I Feel Good, et je pense que c'est leur en fait, je pense que c'est le film le plus synthétique de leur style. C'est-à-dire, il y a tout, il y a les pauvres, il y a quand même le mec dégueulasse, il y a une critique constante de ce qui était entre guillemets le sarkozysme, quoi. Enfin, je veux dire, Jean Dujardin, il incarne ça, quoi. Sans doute, je sais pas. Alors je me positionnerai pas là-dessus. Je suis pas sûr qu'il l'aime aussi. Mais je pense pas. Mais voilà, je vous recommanderais celui-là. Non, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des anards. Je crois que personne n'a de. Ah, mais c'est des vrais anards, des vrais de vrais. Non, mais encore moins Macron, quoi. Personne n'a de. Ouais. Mais je crois que encore moins tous, en fait. Tu vois, quand tu vois des trucs comme Mammouth, enfin, c'est toujours, c'est ce que vous disiez, hein, c'est un peu kafkaïen, c'est ce relationnel à une société qui est plus forte que les gens et qui les écrase. C'est quand même des choses assez fortes sur la société. Alors, je trouve personnellement que souvent, il y a des moments où leur film s'égare et genre on en a parlé pour Quentin Dupieux, on va en reparler ici, c'est qu'il y a parfois des ventres mous ils savent pas enchaîner sur le deuxième et troisième tiers et parfois tu te dis où est-ce que ce film va et je pense que à ce titre-là, il y en a un qui était celui avec Welbeck, c'est lequel c'était? Ah oui, Near Death Experience. Ouais. Near Death Experience, je trouve que celui-là était un peu comme ça, quoi. Pour moi, le problème, c'est Welbeck, c'est pas eux. Hein.
C'est vrai, Alors, je suis d'accord. c'est vrai aussi. Je suis d'accord sur le diagnostic que c'est un film qui est plutôt raté, et même dès le début, je trouve. Mais je trouve que c'est parce que justement, c'est pas à cause de Houellebecq, c'est parce qu'ils avaient Houellebecq en premier rôle, donc ils ont voulu écrire un texte qui correspondait à Houellebecq. Sauf qu'il y a qu'un seul Houellebecq et c'est impossible d'écrire du Houellebecq. Et ils ont fait c'est un monologue en fait ce film, et c'est un monologue qui est indigent quoi. Enfin, ça raconte rien du tout. Et en plus, c'est pas vraiment un road movie parce que le mec est tout seul dans la montagne, donc il se passe quasiment rien. Donc t'as juste Houellebecq tout seul. En fait, ils se sont un peu reposés sur Houellebecq et sur l'aura de Houellebecq parce que c'est vrai qu'il est assez fascinant. Même son corps est fascinant. Et ils se sont dit, ça va suffire et on écrit un petit truc. Faut préciser, Hugo est très, très, très. Oui, c'est un Houellebecqien. Houellebecq sexuel, tu l'avais dit lors du dernier film de Houellebecq, donc c'était le Thalasso. Toi, en fait, juste regarder Houellebecq comme si c'était un animal dans une cage et qui évolue dans un milieu qui lui est hostile, ça te fait kiffer. Bah, pour autant, ce film m'a pas plu parce que ça ne suffit pas. Le corps de Houellebecq ne me suffit pas. Ça ne suffit plus, oh, c'est terrible. Oui, non, parce que je voulais juste revenir sur le fait que tu dis que ça a du mal, ils ont des ventres mous, et je suis assez d'accord. Parfois, c'est vrai, mais en fait, ce que j'aime bien chez eux, c'est leur jusqu'au-boutisme. Ils vont jusqu'au, ils ont pas peur de. Alors parfois, ça va un petit peu, peut-être un petit peu trop loin, ça passe par des mauvais chemins, mais en fait, ils ont pas peur. Encore une fois, leur anarchie, elle est aussi dans leur cinéma. Et justement, tiens, pardon, mais t'as mentionné Saint-Amour, donc je vais enchaîner sur Saint-Amour, mais parce que moi, c'est un film que j'aime énormément, alors que je déteste la fin de Saint-Amour. Je trouve que la fin, pour moi, je ne la comprends pas. Et autant j'aime leur non-sens, j'aime leurs excès, j'aime quand ils vont jusqu'au bout. Là, pour le coup, je trouve qu'elle vient péter une dynamique de film extraordinaire, qui est, pour le coup, je pense que Saint-Amour, c'est leur film le plus émouvant. Il a quelque chose de terriblement bouleversant, notamment dans la relation Depardieu-Poulvorde, qui est absolument incroyable, qui moi m'a mis les larmes aux yeux pendant tout le film. Un truc aussi beaucoup plus, ce qui n'est pas tellement leur sujet d'habitude, mais là qui questionne aussi de la masculinité, de se poser la question de ce que c'est que d'être un homme, et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer et de pas être aimé en retour. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, je pense que vraiment c'est leur film le plus doux. Et c'est pour ça que la fin pour moi est tellement décevante, parce que tout le film tient une ligne de douceur que je ne vois pas en tout cas de ce type de douceur que je n'ai pas vu dans leurs autres films totalement. Et moi je trouve que c'est assez fabuleux. Puis moi l'idée du Tour de France, la route des vins au salon de l'agriculture, je suis assez fan comme idée, et c'est un truc que je testerai un jour. Alors toi tu peux le tester, mais il y a un gars qui l'a testé, c'est Poulvorde. Ah bah, Poulvorde, Poulvorde ne joue pas. Il simule pas, ouais. Il y va à fond, et non ça plus, se voit à l'écran en fait. Et non, mais Depardieu il boit pas dans le film. Ah bon? Ah non, il boit pas, très peu. C'était déjà sa période d'abstinence. Très peu. Il est juste très très touchant. Alors, donc, du coup, pour vous, si on avait un à recommander, alors ça vous restez sur vos positions. Ouais, mais moi je suis d'accord sur Louise Michel. C'est très très bien aussi, très très drôle. Et j'aimerais bien citer Altra aussi, parce que c'est leur premier, qui est assez radical, donc qui est noir et blanc. En fait, c'est l'histoire de deux agriculteurs qui se détestent, et au cours d'une rixe, je sais plus ce qui se passe exactement, mais ils se retrouvent tous les deux tétraplégiques. Et ils partent, et en fait, je crois que c'est à cause d'une machine finlandaise. Et donc, ils décident tous les deux d'aller trouver le patron de la boîte qui produit cette machine finlandaise, qui s'appelle Altra. Et donc, c'est leur premier road movie. Il y a vraiment tous les traceurs de leur cinéma, pour parler comme un Top Chef. Et c'est eux deux qui jouent les rôles principaux, et ils sont très très drôles. Et il y a déjà Bully Lanners qui est quasiment dans tous leurs films. Il y a une séquence extraordinaire avec Bully Lanners qui chante dans un bar. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc c'est dur de les départager, mais je pense que le top 3 c'est Altra, Louise Michel, Mammouth. Moi
moi, je rajouterais juste. Parce que je pensais, tu redisais Altra, voilà, c'est ils vont se venger. Enfin, en tout cas, ils vont essayer de faire payer les comptes à la société hollandaise. Et pour moi, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment l'idée du David contre Goliath en permanence dans leur cinéma que je trouve génial. Mais encore une fois, poussé à l'absurde. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup penser à Dupontel, évidemment, Albert Dupontel, qui est vraiment ce même genre de cinéma et ce même genre de message, en fait. Peut-être que Dupontel, c'est encore plus énervé. C'est beaucoup plus agressif, c'est plus énervé, mais pour moi c'est le même type et c'est pour ça qu'ils s'entendent assez bien. Mais pour moi, sinon, je recommanderais un petit court-métrage qu'ils avaient fait à Cannes, qui avait été diffusé à Cannes et la semaine de la critique, et qui s'appelait Yabasta. Si vous avez l'occasion de le voir, Yabasta, c'est absolument génial. C'est un centre spécialisé pour les handicapés mentaux et en fait il va être fermé. Et ils ont juste une chance pour montrer en quoi le centre est important. Et on va comprendre qu'est-ce que les éducateurs font faire aux handicapés mentaux pour pouvoir sauver le centre. C'est Ocean's 11 dans un centre pour handicapés mentaux. C'est absolument dément. C'est génialissime. Merci de nous avoir fait les bonus du DVD. Ah non, mais c'est génial. C'est 11 minutes de pur bonheur. Je vous jure, c'est 11 minutes démentielles. J'ai remarqué que vous êtes gentil. Personne n'a cité Michael Cole contre la World News Company, qui est un film que j'ai vu en salle, je peux vous le dire, et c'était terrifiant parce que j'y allais confiant. Et donc le contrat au début a été un peu compliqué à respecter parce que ma première entrée avec Delépine, en fait, puisque c'est Delépine qui était scénariste de ce film, c'était ça, et je me suis dit merde. Et en fait, je crois qu'ils ont compris un truc avec leur cinéma, c'est que ça sert à rien de faire de la grosse machine et d'être produit par les chaînes de télé, d'avoir du gros budget. En fait, il vaut mieux soigner ton propos que essayer de soigner ton propos, parce qu'ils sont pas tous réussis leurs films, mais au moins de faire le maximum avec les moyens du bord. En fait, au moins leurs moyens de production sont raccords avec ce qu'ils font. Ils essayent pas de nous survendre quelque chose, et ça se voit. Je pense que c'est grâce à ça qu'ils peuvent avoir et Depardieu et d'autres grands acteurs qui baissent leur cachet, en fait, parce que c'est vraiment bricolé souvent de briques et de brocs. Ouais, ils ont plein de potes très très drôles d'ailleurs, dont Dupontel, et souvent les personnages secondaires dans leurs films sont exceptionnels. C'est des merveilles. Alors, c'est souvent des dessinateurs satiriques, des gens qui sortent de n'importe où. Dans Avida, il y a Jean-Claude Carrière, par exemple. On ne sait pas d'où ils le connaissent, mais c'est très bien d'utiliser Jean-Claude Carrière comme second rôle. T'as Dupontel, t'as du Poulvord, t'as du Philippe Catherine dans tous les Catherine. sens. Ouais, Philippe Catherine, Brigitte Fontaine. Catherine qui avait fait les musiques même. Ah non, c'était pas Catherine qui avait fait la musique, c'était Sébastien Tellier. Pour lequel ? Pour Saint-Amour. C'était Pour Saint-Amour ? C'était Saint-Amour. Ouais. Sans amour. Ah ouais. Saint-Amour. Ouf. Ouais, non, ils ont vraiment des galeries de portraits, et quand il manque de galeries un peu de gueule cassée, ils se prennent eux-mêmes. Oui. Et, au moins ils ont un peu. Ils ont eux-mêmes des tronches, donc c'est pas mal. Voilà, et il suffit, tu sais, comme tu disais, il suffit qu'ils picolent un petit peu pour. Non, puis c'est un freak show qui est jamais moqueur, et moi j'aime énormément ça. Ouais. Et même quand ils font la tournée des vieilles personnes pour accepter de jouer des petits rôles dans Groland, ils y vont avec amour. Je veux dire, le vieux monsieur qui sort les poubelles avec les couilles dans du papier alu. Je veux dire, le mec, ils l'ont trouvé, ils lui ont pas menti, hein. Ils lui ont dit, c'est ce qui va se passer. Et le mec, il a dit, ok. Mais bien sûr, mais est-ce qu'ils y vont avec toute la bonhomie du monde, en fait, quand ils font ça? Et encore une fois, l'idée n'est vraiment pas de se foutre de la gueule des gens. C'est plutôt de leur dire, venez, on va rigoler ensemble, quoi. Et vous aussi, vous en avez marre, et vous voulez faire un gros doigt à tout le monde. Et venez, mettez-vous les couilles dans le papier d'alu. C'est en train de nous refaire le grand soir, quand même. Mais c'est surtout que, non, mais c'est leurs potes, en fait. Enfin, tous les gens qui jouent dans leurs films, c'est des mecs incroyables. Et c'est leurs potes. C'est des mecs qu'ils ont rencontrés au bistrot du coin, parce que c'est pas les derniers, hein. Donc non, et c'est absolument, mais c'est génial, c'est des vrais bons vivants. Pour moi, c'est des terriens, et j'adore ça. C'est ça que j'aime chez eux. Voilà, on a fait une bonne rétrospective, hein. Je remarque que vous avez été sympa, vous n'avez pas mentionné le Grand Soir, qui est pas leur plus réussi, hein. Ah, moi j'aime bien, mais pas grâce surtout à Dupontel et Poulvord, quoi. Enfin, c'est souvent leurs acteurs qui portent les films en plus du reste. Je suis assez d'accord, oui. Ils choisissent bien les gens avec qui ils travaillent, et ces acteurs-là, à chaque fois, connaissent bien le propos et le travail de Carverne et de Delépine. Donc finalement, il y a une belle symbiose qui fonctionne toujours merveilleusement bien, et aussi dans Effacer l'historique dans le prochain. Alors, c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait faire, c'est
Bah, moi, j'ai pas vu Effacer l'historique. Combien vous lui donnez pour aller le voir? Non, je plaisante. On va pas chiffrer un film alors qu'il est pas encore sorti. On le refera, de toute façon, c'est comme ça sort en fin d'année. C'est possible. Et surtout donner l'argent aux salles. Est-ce que j'ai le droit d'être confiant? Ah bah oui, pour moi oui. C'est un bon film. Juste bon, vas-y. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon film parce que de toute façon, ils font des bons films. Après, je trouve que le message est un petit peu trop. Enfin, on sent qu'ils ont envie de dire quelque chose. Et je trouve que le message est un peu suranné, quoi. En gros, c'est de dire, ah là, les jeunes avec leur smartphone. Enfin, je veux dire, c'est. C'est pas ça. Oh, c'est quand même beaucoup ça. Oui, parce qu'il est question de chantage à la sextape. Ouais, à un moment donné, c'est un peu un film de boomer, quoi. Mais les trois personnages principaux, enfin les trois interprètes principaux sont exceptionnels, comme souvent chez eux. Donc il faut. C'est qui? Blanche Gardin, Corinne Maziero et Denis Podalides. Ils sont extraordinaires. Cool. Ah, ils sont géniaux. Et non, je suis pas d'accord que c'est un truc de boomer. Pour moi, c'est un film qui est justement magnifique sur un désespoir social. Alors, c'est pas le nouveau chez eux, c'est-à-dire que c'est une redite de quelque chose, mais en plus avec le soupçon de la modernité. Donc l'idée que le moderne, là maintenant d'un seul coup, on prend le risque et la peur d'être remplacé par les machines, les objets et l'ordinateur. Et c'est peut-être là où tu dis qu'il y a un truc de boomer un petit peu, mais moi je pense que c'est une vraie crainte de beaucoup de gens. Et en fait, c'est un film de gilets jaunes et moi je trouve ça très chouette. Ouais, enfin c'est juste que moi j'en ai un petit peu marre de ces plans dans les films où il y a des personnages qui essaient d'être ensemble et quelqu'un isolé avec un smartphone. Je trouve que c'est un truc qui a déjà été beaucoup fait et il y a pas mal d'idées comme ça dans le film. Donc je trouve que c'est pas là où c'est le plus efficace. Hugo, tu m'as quand même hypé. Vous m'avez hypé tous les deux et j'ai hâte de le voir. Non mais faut y aller. Ah non, bien sûr, j'irai le voir en salle et tout. D'ailleurs, je vous attends à la salle de Bussy là en ce moment même. je sais pas où vous êtes. Précision, la salle de Bussy, c'est la salle, c'est une des salles à Cannes et c'est là où normalement on devrait. Si on avait pris des billets, si on avait. on a la séance de 19h là. On y est, on est dedans là. La séance de 19h. Mais bon, toi, t'es une badgée, toi, t'es une rose. Tu peux. J'ai jamais été rose moi. Putain. C'est vrai. Non, l'arnaque. D'ailleurs, j'ai un petit message pour le Festival de Cannes pour l'année prochaine. Je n'ai jamais été rose. Bisous. Nous, on est El Pueblo, on est tout en bas. Nous sommes les cavers de l'épine des festivals. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce spécial, j'oserais dire Groland. Je tiens à dédier cette émission à quelqu'un qui est un peu le totem de Groland et que j'ai une énorme affection pour ce mec. Bah, c'est Salengro, quoi. C'est le président de notre principauté. Et il était le fruit de milliards de sketchs de Groland et il avait un humour absolument génial et il faisait partie de ces gueules, de ces portraits qu'on voyait dans leur univers et voilà. Et une vraie gentille personne. Ouais, oui, il est adorable. Il était très gentil. Ouais. En plus, tu vois. En plus de pas être un connard, en plus c'est un gars vraiment super. Voilà, donc je pense à lui au moment de faire cette émission de ex-confinex pour l'instant, de gens confinés mais qui ont le droit de sortir mais qui sortent pas encore. On fait ça depuis encore nos chaumières. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Merci Hugo, merci Perrine. Merci Daniel. Et merci aux réalisateurs Solène et Quentin, les altermondialistes du montage. Et pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Et là, vous avez le droit d'en parler autour de vous à condition de garder la distanciation, les gestes barrières. Voilà, vous pouvez en parler, mais à une distance de sécurité, genre à 1 mètre et demi. Vous pouvez dire, j'ai écouté William MDR, c'est vraiment bien. Vas-y, c'est quoi ce podcast? Je vous garantis que vous allez passer un meilleur moment que les podcasts de Nikos Ayagas. La semaine, c'est complètement gratuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La semaine prochaine. Ça se trouve, il nous écoute, il se dit, oh merde, pourquoi cette bastos complètement gratuite? Je sais pas. J'ai vu sa tête, il fait des podcasts, j'ai fait quoi? La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie ou même un nouvel univers parce que pour l'instant, les salles ne sont pas réouvertes. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.